Martina Rodriguez aime Alvaro, et pour cette jeune fille espagnole, Alvaro sera certainement son mari. Mais ils ne sont pas riches. Un jour, Alvaro offre à Martina un bijou triplement précieux. Elle l'accepte avec les larmes aux yeux. Sans qu'il le sache encore, c'est un instant crucial. En 1936, Martina est une belle brune aux longs cils de velours. Elle vit avec ses parents près de Valladolid et chante toute la journée, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ses sœurs la plaisantent sans arrêt. « Tu as avalé un rossignol ce matin, guapa ?»« Non, non, je pense à Alvaro. Je compte les jours jusqu'à la noce. Quelle impatience pour être la femme d'un commis voyageur. Chante aujourd'hui. Demain tu pleureras peut-être. » Mais Martina se moque des propos venimeux de ses sœurs. Elle est heureuse. Le soir même, elle retrouve Alvaro sur la place du village. Et il tient un petit paquet dans la main. « Pour toi, ma belle. »« Pour moi, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Bah, regarde. » Martina déchire le papier. À l'intérieur, un écrin de velours. Dans l'écrin, sur un lit de satin blanc, une médaille. « C'est de l'or !» Aussitôt, elle regrette d'avoir posé cette question. Peu importe que la médaille soit ou non en or. Du moment qu'elle vient d'Alvaro, elle est précieuse pour Martina. Mais oui, c'est de l'or. Regarde ce que c'est, Martina. Martina examine la médaille. Elle représente une image de la Vierge Marie entourée de ce simple texte « Sanctissima Virgen del Pilar ». Oh, ma Vierge préférée. C'est toujours elle que j'invoque quand je prie pour toi. Tu sais, je l'ai faite bénir par Don Martino, le supérieur du monastère. Je la garderai toute ma vie, mon amour. Dorénavant, ce sera mon bien le plus précieux. Et Martina, profitant de l'ombre du soir, pose ses lèvres sur celles d'Alvaro avant de s'enfuir pour rentrer chez elle. La Vierge del Pilar doit veiller sur les amoureux, en tout cas sur ces deux-là, car leur projet se concrétise et quelques semaines plus tard, devant le village en fête, Martina devient l'épouse du bel Alvaro qui rayonne de bonheur devant tous leurs amis réunis. Un nommé Franco, dont personne n'a entendu parler, vient de déclencher une opération de conquête militaire pour détruire la République rouge. Mais la guerre civile qui commence leur semble bien lointaine. Alvaro ne perd pas son temps et très rapidement, Martina peut annoncer aux deux familles qu'elle attend un enfant. Est-ce bien le moment de mettre au monde un enfant ? Martina, tous les matins, invoque la Vierge del Pilar en portant sa chère médaille à ses lèvres pour qu'elle protège sa jeune famille. « Au revoir, ma chérie, à ce soir !»« À ce soir, mon amour. Ne rentre pas trop tard. Je vais profiter de la journée pour aller à Valladolid. Il faut que j'achète le trousseau de ton fils. Mais ma mère t'a déjà donné tout ce que je portais quand j'étais bébé. Oui, je sais, mais je veux du neuf. » Et les deux jeunes gens échangent un baiser d'amour heureux. La journée de Martina à Valladolid est plutôt chargée. Elle passe la matinée sur le marché, rencontre une amie avec laquelle elle déjeune d'un chocolat, puis elle court encore les magasins, choisissant les petits vêtements dont elle rêve pour son enfant. Je prends tout en blanc car je ne sais pas si ce sera un garçon ou une fille. Il me suffira de changer la couleur des rubans. Mais j'ai demandé à la Vierge del Pilar qu'elle m'accorde un garçon. La vendeuse approuve et fait les paquets en souriant. Martina consulte sa montre. Avant l'autobus, qui doit la ramener chez elle, il lui reste un peu de temps, ce qu'il faut pour rendre visite à Notre-Dame des Angoisses. Elle veut y allumer un cierge, bien que la Vierge des Angoisses lui semble moins efficace que celle d'El Pilar. Et brusquement, un orage change les projets de Martina. Impossible de sortir de l'église. Des trombes d'eau déferlent sur la ville. Et il semble que cela va durer toute la nuit. Quand elle arrive enfin à la gare, le dernier train est parti. Enfin, je dois absolument rentrer à Las Cuevas. Désolé, mademoiselle. Excusez-moi, je veux dire madame. Si vous prenez le train de 20h15 jusqu'à Palencia, vous pourrez peut-être attraper un autobus ou prendre un taxi. Martina n'hésite pas, elle prend ce dernier train, mais arrivée à destination, elle doit encore déchanter, le dernier autocar est parti. Pas de doute, elle va devoir passer la nuit à l'hôtel. C'est ce qu'elle fait. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Le lendemain matin, au moment où elle veut régler la note, Martina s'aperçoit que son porte-monnaie a disparu. Elle cherche vainement dans ses différents colis, impossible de payer. Le patron ne semble pas partager les problèmes de la pauvre jeune femme, malgré son état de grossesse évident. « Ma petite dame, va falloir trouver une solution. Que voulez-vous que je fasse ? J'ai dû me faire voler quand j'étais en train de prier Notre-Dame des Angoisses. » Le patron de l'hôtel hausse les épaules. «
Alors qu'est-ce qu'on décide? J'appelle la Guardia Civile? Ah non, surtout pas. Mon mari doit déjà être mort d'inquiétude. Je pourrais peut-être revenir pour vous payer demain matin. On me l'a déjà fait ce coup-là, ma belle. Faut trouver autre chose. À propos, qu'est-ce que c'est que cette médaille que vous avez au cou, hein? C'est de l'or. Instinctivement, Martina porte sa main à son cou. Oh non, non, pas ma médaille. Je peux pas vous donner ma médaille. Elle est bénie. C'est un cadeau de mon mari. Alors j'appelle la Guardia. Martina, refoulant ses larmes, détache le ruban de velours qui retient sa médaille et, faisant glisser celle-ci sur le comptoir, demande « Ça vous suffira ?» Le patron saisit la médaille, la porte à sa bouche et y donne un coup de dent qui serre la gorge de Martina. « Tenez, je suis bon prince. Je vous rends la monnaie. » Et il pousse quelques billets vers elle. Muette de chagrin, Martina les met dans la poche de sa veste. Il ne lui reste plus qu'à prendre l'autobus pour rentrer chez elle. « Alvaro, mon chéri, pardonne-moi, j'ai pas pu faire autrement. Il m'a menacé d'appeler la Guardia Civile. »« Calme-toi, mon cœur. Il a eu de la chance que je sois pas là. Mais si tu avais été là, j'aurais pu payer et je n'aurais pas été obligé de me séparer de ma médaille. Mais dis donc, j'y pense. Il n'est peut-être pas trop tard. Je pars pour Palencia, je vais essayer de la récupérer, ta médaille. » Alvaro a vite fait de retrouver l'hôtelier sans cœur. Celui-ci commence par prendre les choses de haut. « Mais non, je ne me souviens de rien. Une femme enceinte, dites-vous, qui n'a pas pu payer? Ça me dit rien. Ça s'est passé hier soir. Vous n'avez pas pu oublier. Si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire... » Alvaro n'a pas l'air de plaisanter. L'hôtelier change d'attitude et ouvre sa caisse. « Ah oui, cette petite médaille. Oui, en effet. Vous voulez la racheter? Je veux la reprendre en vous payant la note de ma femme. » En définitive, moyennant quelques centaines de pesetas supplémentaires, Alvaro reprend possession de la médaille. C'est bien elle, Sanctissima Virgen del Pilar. Il y a même une drôle de marque, comme si on l'avait mordue. L'émotion de Martina en reprenant possession de sa médaille est difficile à décrire. Alvaro, par délicatesse, s'abstient de lui dire à combien sa nuit d'hôtel revient en définitive, une vraie nuit de palace. Et puis le grand jour arrive, jour de gloire et jour de douleur. Martina donne naissance un peu déçue, non pas à un garçon, mais à une petite fille, brune comme sa mère. Tout se passe bien, et l'enfant reçoit le prénom logique de Pilar. Au bout de quelque temps, on s'aperçoit que ses yeux auront sans doute la couleur de ceux d'Alvaro, un gris-vert qui lui vient de sa grand-mère galicienne. Les voisines entourent la petite Pilar et s'extasient. Quel regard elle a! Mais arrêtez de l'embrasser, vous allez lui coller des poils de moustache, réplique la grand-mère. Et les commères sortent en riant. Une d'entre elles, pourtant, reste en arrière, son lorgnon à la main. Elle examine attentivement les yeux de l'enfant. Martina, viens voir. Les yeux de Pilar. On dirait... Oh non, c'est pas possible. T'as une loupe? Non, il n'y a pas de loupe à la maison, mais le docteur Narvalo en a sûrement une. Un gamin est chargé de la ramener. Regardez, c'est incroyable. Martina, les yeux de ta fille, c'est un miracle. Martina, qui ne comprend rien, se penche, loupe en main vers le berceau. Jésus-Marie-Joseph, mais c'est pas possible. La grand-mère s'affole. Mais qu'est-ce qu'elle a, cet enfant? Mais Catalina, regarde toi-même, dans les yeux de la petite. Et Catalina, malgré ses yeux fatigués, lit incrédule, dans l'œil droit de Pilar, des lettres. V-I-R-G-E-N. Pas de doute, c'est le mot vierge qu'on lit sur la pupille de la petite fille. Sur l'autre œil, le miracle continue. D-L-P-I-L-A-R. À part le E qui manque, on lit Del Pilar. Martina est blême. Virgen del Pilar, comme sur ma médaille, comme sur la médaille que j'avais donnée à l'hôtelier. C'est un signe de Dieu? Un signe de quoi personne ne peut répondre. Les femmes se signent, puis on court chercher le curé. En attendant, tout le monde examine à nouveau avec l'aide d'une lampe les yeux de Pilar qui, cette fois, se met à brailler. Le curé arrive bientôt en soulevant sa soutane pour aller plus vite. On lui explique rapidement les choses. Il faut se méfier.
C'est peut-être l'œuvre du démon. En disant cela, il jette un regard soupçonneux à Martina. Une fois de plus, on soulève les paupières de Pilar, qui hurle. Ah, pas de doute. Virgène à droite, D.L. Pilar à gauche. Le curé s'éponge le front. On expédie les gamins à l'église pour que la bonne du curé lui donne de l'eau bénite. Dès le lendemain, le docteur Narvalo, venu pour récupérer sa loupe, examine lui aussi les pupilles merveilleuses. Il demande alors qu'on libère un coin de table et sur une liasse de feuilles blanches, il établit un rapport circonstancié de ce qu'il vient de constater. On fait signer comme témoins plusieurs hommes du voisinage. Et dans les jours qui suivent, devant une Martina dépassée par les événements, le docteur Narvalo installe chez lui, dans le patio de sa maison, une sorte de reposoir dans lequel Pilar trône. Quand elle ne dort pas, les chrétiens émerveillés se penchent sur son visage pour essayer d'apercevoir l'inscription miraculeuse. S'ils y parviennent, ils se retirent renforcés dans leur foi. Un tronc, installé par le docteur, est là pour recueillir les obôles. Mais nous sommes à présent en 1937, et la République règne au village. Toutes ces manifestations attirent l'attention des autorités qui, bien éloignées de croire au miracle, veulent cependant constater les choses. Vincente Pardo, le responsable de la cellule républicaine locale, survient un jour chez le docteur Narvalo. Son revolver lui bat les cuisses. Dame, les nouvelles de l'avancée franquiste échauffent les esprits. Pour disperser les fidèles, il tire un coup de feu en l'air et toutes celles qui encombraient le patio s'enfuient en caquetant comme des poules effrayées par un renard. Vicente s'approche de Martina, qui vient de prendre Pilar dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire du miracle de la médaille ?»« Eh bien, regarde toi-même. » Elle lui tend la loupe. Vicente, à son tour, se penche sur l'enfant miraculeuse en écarquillant les yeux. « Sangre de Dios !» souffle-t-il entre ses dents. Quand il se redresse, il est rouge de colère. « C'est un trucage !» Martina le regarde sans comprendre. « Un trucage !»« Mais sur la tête de ma fille, c'est un miracle, je n'y peux rien. Il n'est pas question de tolérer ça en ce moment. Il faut que ta fille disparaisse, tu m'entends ?»« Qu'elle disparaisse ? Oui, tu te débrouilles. Par n'importe quel moyen. Tu m'as compris. Dès demain. Sinon, il pourrait lui arriver malheur. Vous avez 24 heures pour quitter le pays. Sinon, je ne réponds de rien. » Martina comprend. Les atrocités de la guerre civile qui ensanglantent l'Espagne sont dans tous les esprits, des horreurs commises par les deux camps. De toute évidence, l'Espagne rouge ne peut se permettre de voir les yeux de Pilar témoigner pour l'autre camp. Vicente précise, en quittant la maison du docteur, « 24 heures, hein, pas une de plus. Et vous, docteur, nous en reparlerons. » Dès le lendemain, Martina, Alvaro et Pilar disparaissent et partent se réfugier chez de lointains parents dans les Pyrénées. Plus personne au village, même après le triomphe final du franquisme, n'entendra parler d'eux. Catalina disparaît sans avoir révélé le lieu de leur retraite. Seul demeure le rapport établi par le docteur Narvalo. Celui-ci ne peut plus rien dire, il a été fusillé avec quelques autres. Pilar, dit-on, ayant grandi en essayant de dissimuler son regard derrière des lunettes fumées, aurait depuis trouvé refuge au fond d'un couvent mexicain où personne ne peut plus examiner ses yeux miraculeux. L'histoire a duré 6 mois. C'est au dernier instant que tout a basculé. Un instant crucial qui se voulait une preuve d'innocence. L'un s'appelle Julius, l'autre Jérémie. Ils sont allemands, frères jumeaux, et donc âgés de 26 ans tous les deux à quelques minutes d'intervalle. De vrais jumeaux, des jumeaux qui pratiquent la ressemblance au-delà du physique, la prolongent dans le costume, le comportement, les manies, le rire, les grimaces. 2 garçons qui jouent en permanence à être 2 pour faire un seul. Ils ont énervé leur professeur, épuisé leur mère à force de blagues classiques du genre « C'est moi, Julius, pourquoi tu m'appelles Jérémie ?» Jusqu'au jour où l'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague? Sûrement pas. Julius et Jérémie travaillent à la mine en plein cœur de la Sarre. Ils habitent un petit logement de fonction dans une petite ville de province où ils mènent une petite vie. Le soir, ils traînent un peu dans les 2 bars du coin. Leur habitude de draguer ensemble fait en général fuir les jeunes filles et ils n'ont guère de succès amoureux. Beauté médiocre, visage fade et discours relativement stupides. Vous venez souvent ici? On vous paie un verre? Ça vous dirait de rigoler un peu? En réalité, personne ne les connaît vraiment. Ces deux-là se ressemblent trop et en font trop pour qu'une fille s'attarde à faire la connaissance de l'un d'eux en particulier. Il est vraisemblable qu'ils ne le désirent pas.
Peut-être ont-ils des difficultés à exister séparément. Peut-être y a-t-il entre eux une compétition, une jalousie qui les empêche de choisir celui qui va séduire le premier, donc celui qui devra céder la place. C'est extrêmement compliqué parfois, la vie des jumeaux. Amour total, haine totale, certains ne font jamais la balance entre les deux. Les témoins de cette lamentable histoire ont en tout cas la même description des deux garçons. Toujours ensemble, pas méchants, mais pas très malins. L'histoire en question s'est déroulée en 2 temps. Premier temps. Un dimanche, tard dans la nuit, une jeune femme se présente au commissariat de police, échevelée et en larmes. Elle accuse les 2 frères de l'avoir violée. Déposition en règle, interpellation dès le lendemain, et voilà les 2 frères assis devant un policier enquêteur. Ils sont pâles tous les 2, arrogants tous les 2, ils nient tout, tous les 2. On l'a juste ramenée chez son petit ami, mais c'est elle qui ment. Elle avait promis de passer un moment avec nous. Le commissaire essaie de se faire expliquer d'abord par Julius le déroulement de la soirée. Elle faisait d'autostop. On s'est arrêté, on lui a demandé où elle allait. Qui a décidé de la prendre dans la voiture? Nous. Oubliez le nous. Je te demande lequel de vous 2 conduisait. C'était moi. C'est toi qui as voulu la prendre en stop. Non, c'est tous les 2. Mais qui a décidé? Mais tous les 2, je sais pas, moi. Hein, Jérémie? Oui. Pourquoi il aurait décidé sans moi? D'accord. Elle est montée. Elle voulait aller où? Balader, qu'elle a dit. Mais après, elle a plus voulu. Cette jeune fille faisait du stop la nuit pour aller balader? Vous vous moquez de moi? Elle travaille, ce n'est pas une prostituée. Et sa mobilette était tombée en panne. Elle a dit ça. Alors nous, on a dit d'accord, et puis après, elle a dit qu'elle voulait qu'on la ramène chez son petit ami. Vous l'y avez conduite directement? Sûr, on l'a emmenée chez son petit ami. Cette jeune femme dit que vous vous êtes arrêté dans la forêt à l'entrée de la ville, qu'elle a protesté, mais que vous avez bouclé la voiture et que vous l'avez violée, et qu'ensuite vous l'avez déposée dans le centre-ville. Mais c'est pas vrai. On l'a déposée devant chez son fiancé, mais on n'est pas des violeurs. Vous l'avez violée tous les 2. Elle vous a parfaitement décrit. Mais c'est pas vrai. D'abord, elle nous plaisait même pas. C'est elle qui a dit comme ça, si vous me ramenez chez moi, je vous promets de l'amour. De l'amour? C'est comme ça qu'elle a dit. Après, elle n'a pas voulu, alors on l'a ramenée chez son petit ami. Le policier ne les croit pas du tout. Elle a subi des examens médicaux, elle a réellement été violée, elle s'est présentée à la police immédiatement et vous a décrit, donné le signalement de la voiture et même son numéro. Vous l'avez réellement prise en autostop entre 22h et 22h30. Elle est arrivée chez nous à 23h complètement bouleversée. Et vous voulez que je vous croie innocent? Mais on savait même pas l'heure qu'il était. Mais on lui a rien fait, elle ment. C'est pour nous faire des ennuis. Pourquoi vous ferait-elle des ennuis? Vous la connaissez? Non. Elle était là sur la route, elle faisait du stop, quoi. Nous, on la connaît pas. Alors si tu ne la connais pas, toi Julius et toi Jérémie, pourquoi vous chercherait-elle des ennuis? On sait pas. Mais on n'a rien fait. Elle ment. Ah oui, elle ment. Et ainsi de suite. Les 2 jumeaux nient avec acharnement. Pourtant, l'enquête avancera dans un seul sens, celui de la culpabilité. Finalement, le procès a lieu et ils sont condamnés à 18 mois de prison. Ce n'est pas beaucoup, mais il a été difficile au tribunal de déterminer avec certitude lequel des 2 garçons avait brutalisé la jeune femme le premier, lequel l'avait violée en premier, et même si les 2 étaient coupables au même titre d'un même délit. Pas simple, si l'on considère qu'en matière de viol, c'est la parole de la victime contre celle de l'agresseur. Pas de témoins, des preuves matérielles inexistantes dans ce cas précis. Il était par exemple impossible de déterminer le code génétique de ou des agresseurs, le viol n'ayant pas abouti complètement. Toutefois, même dans ce cas, abouti ou non, il ne pouvait s'agir de simples tentatives. Le délit était qualifié de viol avec violence. Les 2 frères font aussitôt appel et sont laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Une nouvelle audience est rapidement fixée. Elle doit avoir lieu 6 mois plus tard, en décembre 1978. En attendant, comme c'est souvent le cas, l'entourage des 2 garçons les considère comme définitivement coupables. Les quelques copains de soirée qui les fréquentaient jusque-là les évitent soigneusement. À la mine, tout se sait. Julius et Jérémie tentent de se justifier auprès de leurs camarades de travail, mais les explications qu'ils fournissent ne sont pas plus convaincantes que lors de leur premier interrogatoire. Pourquoi cette jeune femme les accuserait-elle sans mobile?
Deuxième temps de l'histoire, la veille de l'audience d'appel. Les deux jumeaux ont disparu. Ils ont quitté leur lieu de travail normalement, on les a vus monter dans leur voiture, et ils ne se présentent pas le lendemain devant le tribunal. Un avis de recherche est lancé. Et une vingtaine d'heures plus tard, une autre jeune fille se présente à la police de Sarrebruck. Elle a 17 ans, elle s'appelle Marina, elle est employée de maison et vient de vivre un cauchemar. Ils étaient deux. Je les connais pas du tout. J'attendais le bus au centre-ville. La voiture s'est arrêtée devant moi, j'étais seul à ce moment-là et à l'arrêt du bus. Un des garçons est sorti de la voiture, il m'a prise par le cou, m'a entraîné à l'intérieur du véhicule. Et puis la voiture est repartie. Ils m'ont ligoté les mains avec une écharpe. Ils m'ont bâillonné avec une autre écharpe. Ils ont fermé les portières à clé et ont roulé. On a roulé de 6 heures du soir environ jusqu'au lendemain soir. On roulait à travers le pays, on est passé dans des villes, on ne s'arrêtait nulle part. Et ils parlaient, ils n'arrêtaient pas de parler. Je ne savais jamais lequel des deux parlait, je les confondais, j'avais si peur. Et ils se ressemblent tellement. Ils disaient tout le temps, on va leur prouver qu'on n'est pas des violeurs. Et toi, tu leur diras qu'on n'est pas des violeurs. Ils avaient un pistolet chacun, ils le sortaient de leur poche, et le rangeaient et recommençaient. Chaque fois, je me disais, il va me tuer, lequel va me tuer? Pourquoi me font-ils ça? Je ne comprenais pas. J'aurais bien voulu leur parler, essayer de discuter, mais j'avais ce bâillon sur la bouche. Et j'avais même du mal à respirer. J'ai cru m'évanouir, je ne sais pas combien de fois. Par moments, je me disais, ils vont s'arrêter pour prendre de l'essence dans une station-service, mais ils ne l'ont pas fait. Il y avait 2 jerrycans dans le coffre. Une seule fois, ils ont arrêté la voiture pour remettre de l'essence, et puis sont repartis. Je ne sais même plus par où ils sont passés, il faisait nuit. Très vite, ils ont parlé de la mort. Je me demandais alors s'ils parlaient de la mienne ou de la leur. L'un disait, la mort, c'est la seule chose qui pourrait nous séparer, si tu mourais avant moi. Et l'autre répondait, la seule solution, c'est de mourir ensemble. Il faudra que la mort nous prenne ensemble, au même moment. Les autres meurent tout seuls, nous, on n'est pas comme les autres. Parfois, il s'adressait à moi. Mais je ne pouvais pas répondre. Il disait, qu'est-ce que tu penses de la mort, toi, hein? Tu veux mourir toute seule ou avec quelqu'un? Quand tu mourras, est-ce que tu auras peur de te trouver toute seule de l'autre côté? Et puis il reparlait de cette histoire de viol. Il me menaçait. On n'a pas de violer, mais ne fais pas l'imbécile. Si tu cherches à t'échapper, on peut te tuer aussi. Alors pas d'embrouille. Il disait aussi, la preuve, c'est la seule manière de leur donner la preuve qu'on est innocent. Finalement, ils ont arrêté la voiture sur un parking dans un bois, je ne sais pas où exactement, mais il y a des bancs de pique-nique et un panneau qui indique un sentier de promenade. Je l'ai vu après. Il était 8 heures du matin environ, j'avais envie de vomir, j'étouffais. Alors ils m'ont retiré l'écharpe de la bouche. Tout était silencieux, ils tenaient les revolvers dans leurs mains, ils regardaient les arbres. J'ai dit, je voudrais m'en aller. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le garçon a répondu, ta gueule! L'autre s'est retourné, il a mis le pistolet sous mon nez, juste devant ma bouche, et il m'a regardé. J'avais si peur, à cet instant-là, que je me suis mis à prier à haute voix. Il m'a donné un coup sur la bouche pour me faire taire. Ah, cette peur! Si vous saviez comme j'avais peur. Le garçon, qui était à l'arrière à côté de moi, est passé sur le siège avant. Il l'avait fait plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois, je me disais, ça y est, il va me violer ou me tuer. Mais chaque fois, il ne se passait rien. Il ne me touchait même pas. Il parlait, à me tourner la tête. La mort, le viol. Je ne comprenais pas du tout. Quand il est passé devant, pour la dernière fois, je ne savais plus quoi penser. Le jour n'était pas encore levé, il faisait froid et humide sur ce parking. Est-ce qu'ils allaient réellement me violer ou me tuer? Et puis, je les ai vus faire ensemble. Ensemble, ils se sont regardés, ils étaient de profil devant moi. Ils ont levé leurs pistolets ensemble. Ils ont mis le canon contre leur tête. Ils s'imitaient comme des singes. Ça durait. Celui qui était au volant relevait un peu la tête, il tendait le cou, et l'autre faisait pareil. Il a rangé sa cravate, et l'autre a rangé sa cravate. Je ne sais pas qui a dit « On va fermer les yeux ». Et quand on aura fermé les yeux, on compte comme on a dit. Ils ont fermé les yeux. Et le coup de feu est parti presque aussitôt. Enfin, les coups de feu. Parce qu'ils sont tombés sur le côté en même temps. Le bruit a été terrible dans la voiture.
J'ai hurlé. Et puis j'ai arraché l'écharpe qui me tenait les poignets, j'ai ouvert la portière de l'intérieur, je suis sorti. Il ne bougeait plus. Alors j'ai couru jusqu'à l'allée principale, j'ai dû me perdre pendant un moment avant de retrouver la route. Je cherchais une cabine téléphonique, finalement j'ai arrêté la voiture d'un facteur, mais je n'arrivais pas à lui raconter, j'étais comme folle. Il voulait aller voir si les deux garçons étaient vraiment morts, il me regardait comme si c'était moi qui les avais tués. Alors enfin il a compris et il m'a ramené en ville. Lorsque la police est arrivée sur le parking en plein bois, Julius était mort, mais Jérémy avait raté son coup. Il n'est mort qu'à l'hôpital, sans avoir repris connaissance. Du témoignage de Marina, la police a déterminé la raison de ce double suicide. Les deux jumeaux voulaient prouver qu'ils étaient capables de passer des heures avec une jeune fille sans la violer. Tu leur diras, toi, qu'on n'est pas des violeurs. Mais rien ne prouve leur innocence, et les hypothèses sont permises. Jérémy a violé et Julius s'est déclaré solidaire, ne pas avouer, ne pas témoigner contre son frère. Ou Julius a violé et Jérémy a décidé de ne pas dénoncer son frère lui aussi. Ou alors, ils ont réellement violé tous les deux, en tout cas tenté de violer sans y parvenir. Car le témoignage de la première jeune femme est en détail celui-ci. Ils ont tenté de me violer l'un après l'autre, mais n'ont pas réussi à conclure, comme s'ils étaient impuissants. Et la voilà peut-être l'explication double du double suicide, la double impuissance. Ni Julius ni Jérémy ne pouvant être un homme unique en son genre, et le prouver. Dans ce cas, on peut peut-être en effet les considérer comme innocents. Pas simple de vivre avec son double. Plus simple peut-être d'en finir avec lui. Carole, 22 ans, avance dans les rues de Paris. Pour aller où, elle ne le sait pas, pourquoi faire, elle ne le sait pas davantage. Carole comment déjà? Si on lui posait la question, elle serait bien en peine de répondre. Elle ne sait plus son nom, c'est ainsi elle s'en moque. Il est 11 heures du matin. Nous sommes le 17 juin 1990, et cela, elle ne le sait pas plus que le reste. En fait, elle ne sait qu'une chose, cette journée ne sera pas comme les autres. Et elle ne se trompe pas. Oh non, elle ne se trompe pas. Toujours dans son état de demi-conscience, Carole est arrivée dans une rue tranquille du 12e arrondissement. Quelques centaines de mètres devant elle se trouve une boutique un peu vieillotte, la bijouterie L'Éclat d'Or. À partir de là, tout va très très vite. Une 205 Peugeot s'arrête en double fil devant le magasin. Un homme en sort avec un passe-montagne et un revolver. En quelques enjambées, il est à l'intérieur et braque son arme sur les propriétaires, un homme et une femme entre 50 et 60 ans. Il tend à la femme un sac plastique. « Prends ça, vide la vitrine. Toi le vieux, les mains en l'air et pas de blague. » Sa voix est jeune, dure, sans réplique. Le couple s'exécute en tremblant. 1 minute s'écoule. Et soudain, les événements se précipitent. Le jeune homme jette un coup d'œil à la porte restée ouverte et pousse un juron, un quart de police, remonte la rue à petite vitesse. Sans même s'emparer du sac aux bijoux. Il se rue sur le trottoir et percute violemment Carole, qui arrivait à ce moment précis sans s'être rendu compte de rien. Elle est projetée à terre et lui-même manque de perdre l'équilibre. Il pointe son arme dans sa direction. « Toi, tu vas venir avec moi. Allez, debout !» La jeune femme le regarde, hébétée. Totalement dépassée par les événements, elle reste assise là sur le trottoir, les yeux grands ouverts, les bras ballants. Le malfaiteur l'agrippe par le bras, la lève de force et la jette sur le siège avant de la voiture sans cesser de la tenir dans la ligne de mire de son pistolet. Le quart de police, qui s'était mis à accélérer, s'arrête pile à une dizaine de mètres. L'homme crie dans sa direction « Restez où vous êtes ou je tire !» Il monte, claque la portière et dans un hurlement de pneus, la 205 Peugeot démarre. Le quart la suit à distance et la poursuite s'engage. Alors, dans les rues de Paris et bientôt dans la banlieue, la voiture roule à tombeau ouvert devant le véhicule de police, bientôt rejoint par d'autres. Un hold-up raté, une prise d'otage, quoi de plus banal. Si tout se finit bien, cela fera un court article dans la page des faits divers. Si l'issue est tragique, il y aura peut-être une citation à la télévision régionale. C'est la routine quotidienne, le jeu parfois dramatique des gendarmes et des voleurs qui se poursuit depuis que le monde est monde. Pourtant, dans ce genre de situation, rien n'est jamais joué d'avance.
La personnalité du preneur d'otage et de l'otage lui-même, la rencontre de deux êtres que rien ne réunissait a priori, peuvent parfois réserver bien des surprises. Il est à présent 11h30 du matin. Le commissaire Philippe Brunel, qui a été chargé de l'affaire en tant que responsable du 12e arrondissement, sort de sa voiture. Autour de lui, plusieurs véhicules de police arrêtés sur un terrain vague d'Ivry et au fond un immeuble en démolition. C'est là que cerné le malfaiteur s'est réfugié avec son otage. Le commissaire Brunel sait à qui il a affaire. La 205 Peugeot a été volée la veille à Beauvais. Le voleur poursuivi par la gendarmerie s'était évadé 2 jours plus tôt de la prison de Lille. Il s'agit de Patrick Benoni, qui purgeait une peine de 15 ans de réclusion après une série de hold-up. L'individu est fiché comme très dangereux. Signe particulier, il est instruit. Il a fait des études supérieures d'ingénieur et ne trouvant pas d'emploi après ses études, il s'est lancé dans le banditisme. Sur la jeune fille prise en otage, il n'a aucun renseignement. Il n'en a d'ailleurs pas cherché. Elle passait là, c'est tout. Il se saisit d'un mégaphone. « Sors de là, Benoni. T'as aucune chance. » Il n'y a pas de réponse. « N'aggrave pas ton cas. Tu es recherché partout. Si tu relâches l'otage, on t'en tiendra compte. Sinon, c'est la perpète. » Cette fois, il y a une réponse. Un éclat de rire en provenance du bâtiment en ruine, un rire nerveux, tendu. « Mais arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je vais sortir avec la fille et rejoindre la voiture. À la moindre tentative, je lui mets une balle dans le cigare. » Le commissaire Brunel n'insiste pas, il donne des ordres pour laisser passer l'homme et la femme. Tenter quelque chose, ce serait trop dangereux. Il va falloir les suivre à distance et intervenir plus tard, au moment propice. Une attente tendue s'installe autour de l'immeuble en démolition. Mais ni le commissaire ni ses hommes ne peuvent imaginer ce qui est en train de se passer, car il faut bien avouer que cela sort vraiment de l'ordinaire. Après avoir annoncé qu'il allait falloir sortir, Patrick Benoni se tourne vers la jeune femme. Elle est assise sur un tas de gravats. « Allez, viens, on va faire un tour. »« Non. »« Bah t'es dingue ou quoi? Viens ou je te flingue !» Tant mieux. Pour la première fois, Patrick Benoni fait attention à sa compagne de fuite. Elle est blonde, assez grande, plutôt maigre, avec de jolis yeux bleus. Elle ne manque pas de grâce, mais il y a en elle quelque chose de fragile et même de maladif. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit tant mieux. Tu voudrais que je te tue? Oh oui. Oh oui, s'il vous plaît. Mais t'es pas bien? Non, pas bien. Pas bien du tout. Je n'avais pas le courage de le faire. Alors si vous pouviez le faire à ma place, vraiment ça m'aiderait. Patrick Benoni se laisse tomber de saisissement. D'un geste brusque, il enlève son passe-montagne qu'il avait gardé jusque-là. C'est un garçon brun dont le physique ne serait pas désagréable s'il n'avait pas une barbe de 3 jours et les yeux rouges de sommeil. Une désespérée. Oh, il fallait que je tombe sur une désespérée. J'ai jamais eu de chance. Mais là, c'est le bouquet. Alors comme ça, quand tu es tombé dans mes pattes, tu étais parti pour te jeter à l'eau. Peut-être, je sais pas. Je sais plus rien. Et la jeune femme éclate en sanglots. Patrick Benoni sent la panique l'envahir. Ah non, surtout pas. Il doit se ressaisir, remettre d'aplomb cette tordue, c'est sa seule chance de s'en sortir. Et dans cette maison en ruine, cernée par la police, il se met à parler doucement à son otage. Car il se trouve dans une situation imprévisible, paradoxale. Il doit en quelque sorte lui rendre le goût de la vie pour qu'elle ait peur de se faire tuer, pour qu'elle devienne en quelque sorte un otage ordinaire, une pauvre fille tremblante, implorante, qui pourra alors lui servir de bouclier. C'est quoi ton prénom? Carole. Quel âge as-tu? 22 ans. Eh bien, Carole, qu'est-ce qu'il y a? Ton amour t'a plaqué, c'est ça? Oui, pas seulement. À quoi d'autre? Oh, tout. Mais qu'est-ce que c'est, tout? Carole redouble de sanglots. Tout, c'est tout. Rien ne va, je suis foutu. Je suis moche. Les gens sont moches, la vie est moche. Je veux mourir.
Le jeune malfaiteur serre les dents et maîtrise sa fureur. Il aurait envie de filer une paire de claques à cette petite idiote, mais le résultat serait inverse à celui qu'il veut obtenir. Il faut qu'il se montre patient, infiniment patient. Dehors, il y a un début de mouvement chez les policiers. Ils tirent un coup de feu en l'air. Les uniformes reviennent derrière les voitures. Il se retourne vers la jeune fille. Bon, en ce moment, ça va pas. Mais ça va s'arranger. Mais non, rien ne s'arrangera, je suis foutu. Mais enfin, bon Dieu, t'as 22 ans, tu as l'avenir devant toi. Mais j'y crois pas à l'avenir. Patrick Benoni est à deux doigts d'exploser. Il n'a plus le choix, il va saisir la fille de force et l'emmener avec lui. Un type comme lui doit être en mesure de la maîtriser. Encore que cela ne soit pas certain. Et tout cela est valable à condition qu'il s'agisse de quelqu'un qui craint pour sa vie. Mais une folle qui veut se suicider serait capable de s'emparer du revolver, d'appuyer elle-même sur la détente. Patrick Benoni sourit. Il a peut-être trouvé ce qu'il fallait dire. Tu crois plus à l'avenir, c'est ça? Non. Est-ce que tu as pensé à ce qui est en train de se passer? Je comprends pas. Réfléchis. Il y a un quart d'heure, tu étais dans la rue en te demandant de quel côté était la Seine, et moi, en sortant de la bijouterie, je te rentre dedans et je te prends en otage. Tu pouvais le prévoir, ça? Ben non, évidemment. Eh bien, cela veut dire que l'avenir, personne ne peut le connaître, et que le bonheur te tombera dessus au moment où tu y attendras le moins. Il y a un silence. Pour la première fois, la jeune fille semble réfléchir. À la fin, elle dit d'une voix incertaine, « J'avais pas pensé à ça. » Alors, pendant 3 bons quarts d'heure, Patrick Benoni argumente. Il tremble que les policiers ne donnent l'assaut, s'imaginant qu'il a tué son otage alors que celui-ci s'est enfui. Il réunit tous les trésors d'éloquence dont il est capable, bénissant le ciel qui a fait de lui un truand sachant s'exprimer. Carole, dans ses répliques, exprime toujours son désespoir, sa volonté d'en finir, mais est-ce une impression? Il semble que sa détermination faiblisse. Il y a un inquiétant remue-ménage du côté du commissaire Brunel. Alors cette fois, on ne peut plus attendre. Sinon, cela va être l'assaut et le carnage. Il attrape Carole par le bras. « Allez, on y va, passe devant. »« Laissez-moi, j'ai peur. »« Ah, enfin. T'es raisonnable. » Et quelques instants plus tard, Patrick Benoni sort de l'immeuble en se faisant un bouclier de la jeune fille qui tremble de tous ses membres et pousse des cris déchirants. La prise d'otage a fini par reprendre une allure normale. Patrick Benoni sort en direction de sa voiture, il crie à l'adresse du commissaire Brunel et de ses hommes « Restez où vous êtes! À la moindre blague, je tire !» Carole est complètement terrorisée. « Écoutez-le, je vous en supplie, sans quoi il va me tuer !» De son poste, le commissaire Brunel lance des ordres brefs. « Laissez-le partir. Je ne veux aucune initiative individuelle. » Toujours en poussant la jeune femme devant lui, Patrick Benoni s'engouffre dans la 205 et démarre en trombe. Et la suite se passe en quelques secondes. Avec un sang-froid surprenant, Carole a ouvert la portière et s'est laissé tomber en roulé-boulé. Totalement pris de court, son compagnon perd le contrôle du véhicule. Lorsqu'il se ressaisit, c'est trop tard. Une voiture de police lui barre la route. Il la percute, tente de forcer le passage, mais des coups de feu éclatent et il s'écroule au volant. Le commissaire Brunel se précipite. Il n'y a plus rien à faire. Il a été tué d'au moins 2 balles dans la tête. Il se dirige alors vers la jeune femme, qui se relève apparemment sans mal. « Ça va, vous n'avez rien de grave ?» Carole le regarde. Malgré l'épreuve qu'elle vient de traverser, elle semble étrangement maîtresse d'elle-même. « Ça ira, merci. Je tiens à vous féliciter. J'ai rarement vu quelqu'un faire preuve d'une telle présence d'esprit. » La jeune femme a un demi-sourire et répond, sans presque s'en rendre compte, « J'avais envie de vivre. » Quand Yukato, un jeune homme japonais, tombe amoureux d'une ravissante hôtesse de l'air, il doit obtenir pour l'épouser l'autorisation de son père. Mais quand le père refuse ce mariage, Yukato sait quelle est la seule décision qui s'impose à lui.
Dans l'avion qui relie Tokyo et Osaka, un élégant jeune homme lit le Yomiuri Shimbun, et plus précisément la page financière. C'est à peine s'il remarque la présence de l'hôtesse de l'air, mais quand celle-ci lui demande s'il désire boire quelque chose, Yukato Shimusa reste un instant sans répondre. Avec un sourire délicieux, elle renouvelle sa question. « Puis-je vous offrir du thé ?» Yukato a du mal à reprendre sa respiration. Dans son uniforme strict, cette jeune fille japonaise évidemment, et brune évidemment, lui semble une apparition comme une fée bienfaisante dans les contes que lui lisait sa mère autrefois. « J'aimerais connaître votre prénom. » Yukato a lancé ça sans prendre le temps de réfléchir ni de respirer. Oh, quel manquement à la politesse. « Fumiko, » répond la jeune fille avec simplicité. « Excusez-moi, il faut que je m'occupe des autres passagers. » Dès l'atterrissage à Osaka, Yukato, au moment de quitter le Boeing, salue la jolie Fumiko comme si elle avait personnellement conduit l'appareil. Les autres hôtesses remarquent le manège et se mettent à glousser sans discrétion. Fumiko, qui rosit sous son maquillage, les foudroie du regard. « Rejoignons-nous au bar, s'il vous plaît. »« Je ne devrais pas. » Comme tout semble facile. Yukato, jusque-là timide et studieux, se sent pousser des ailes. Fumiko, de son côté, le contemple avec une joie qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Le vrai coup de foudre nippon. Voici ma carte, mademoiselle. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir ici ou à Tokyo. J'habite à Osaka. Je partage un studio avec une amie. Mais je suis sur la ligne régulière Tokyo-Osaka. Je vous ai déjà remarqué et je crois que nous nous reverrons. Si vous le permettez, je vous téléphonerai. Nous pourrions dîner ensemble. Yukato et Fumiko sont des jeunes gens d'après la guerre, émancipés et libres de leurs mouvements. C'est du moins ce qu'ils pensent. Au bout de quelques mois de petits dîners, de soirées au cinéma, d'après-midi passés à canoter ou à jouer au tennis, de visites de musées en tout genre, Yukato pose la question que Fumiko attend. « Fumiko, accepterais-tu d'être mon épouse et la mère de mes enfants ? » J'en serais très honoré. Et j'accepterai avec plaisir. Mais es-tu certain que M. Shimusa, ton père, donnera son accord ? Après tout, je n'ai pas de fortune. Et dans ta position, il me semble qu'il préférerait te voir épouser une jeune fille de ton milieu. Yukato reste un instant sans rien dire. Tout à son bonheur, depuis presque un an, il réalise soudain que M. Shimusa, le puissant propriétaire des Shimusa Industries, n'est pas encore au courant de son idylle. Eh bien, dès ce soir, j'annoncerai la nouvelle à mon honorable père. En attendant, je crois que nous devrions aller faire une offrande aux ancêtres pour qu'ils me donnent la force d'affronter mon père. Le soir même, rentré au domicile paternel, Yukato attend avec impatience le retour de son redoutable père, Tadao Shimusa. Celui-ci réintègre son domicile fort tard, à bord d'une puissante limousine conduite par un chauffeur. Son épouse et son fils le saluent profondément et attendent pour lui faire le compte-rendu de la journée et lui exposer leurs problèmes. « Et toi, Yukato, qu'as-tu à me dire ?» Madame Shimusa, la mère de Yukato, sourit en silence. « Père, j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. » Yukato se lance, mais Tadao ne laisse aucune émotion filtrer entre ses lourdes paupières. Il attend la suite. « J'ai rencontré une jeune fille et nous nous aimons. Je désire l'épouser. » Comment pourrait-on exposer les choses plus simplement ? Est-elle d'une famille honorable ? Le père conserve toujours son expression figée, on dirait qu'il est sculpté dans du bois laqué. Son père a donné sa vie pour l'empereur, répond prudemment Yukato. C'est tout à son crédit, mais j'entends, sa famille est elle aussi puissante que la nôtre. Tu sais que je ne te permettrai jamais d'épouser une jeune fille pauvre. Cela fait plus de 20 ans que Tadao Shimusa surveille l'éducation de son fils pour en faire le digne héritier des millions de yens de la firme Shimusa spécialisée dans le commerce de la viande de baleine. Yukato Shimusa peut espérer une union avec une des familles les plus riches de Tokyo, que dis-je de Tokyo, du Japon. Et il est inutile que tu envisages de faire entrer dans notre famille une jeune fille, si jolie soit-elle, qui ne serait pas de notre milieu financier. La discussion est close. Yukato, par acquis de conscience, informe Fumiko de l'attitude de son père. « Alors nous ne pourrons jamais nous marier, dit-elle, avec un sourire mouillé de tristesse. Je n'ai aucune fortune, et mon salaire d'hôtesse me permet de faire vivre ma mère. » M. Shimusa, informé de ce détail, confirme sa décision. « Mon très cher enfant, il faut renoncer à ce mariage.
Cette jeune personne sera peut-être heureuse de rester dans ton affection. Même quand tu seras marié avec une autre, cela n'empêche pas les sentiments. Elle représentera une île de douceur et beaucoup d'hommes que je connais ont ainsi des doubles ménages. Personne ne s'en porte plus mal. Si elle t'aime vraiment, c'est une solution qui ne présente que des avantages. Comment se nomme-t-elle à propos? Fumiko Shigefusa. Shigefusa? Comme le grand sculpteur? Exactement. Ah, excellente lignée. Dommage qu'elle soit ruinée. Je disais donc qu'elle n'aura pas à te donner d'enfant. Elle gardera plus longtemps sa beauté. Et ainsi, pendant 1 heure, Tadao Shimusa explique à son fils, atterré, les avantages de l'adultère organisé. Mais Yukato a lu des romans occidentaux. Il sait que l'amour existe, et il ne veut épouser qu'une seule jeune fille. Fumiko, fortune ou pas. Jamais je n'épouserai un de vos sacs d'or. Jamais je n'épouserai personne d'autre que Fumiko. Même si je dois tout quitter, même si je dois... Si tu dois quoi? Soudain, le visage impassible de Tadao Shimusa se transforme. On dirait que des flammes vont lui sortir des narines. Yukato voit devant lui l'image de Shoko Kamakura, l'un des juges de l'enfer, prêt à passer son sabre au travers des humains. Yukato n'insiste pas. Sa décision est prise. Fumiko, ma chérie, je suis désespéré. Mon père refuse absolument notre mariage. Il ne veut même pas faire ta connaissance. Mais Fumiko, en entendant ces mauvaises nouvelles, ne semble pas trop émue. Elle a même une étincelle joyeuse dans ses yeux noirs. Yukato, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma compagnie me propose de m'affecter dorénavant à la ligne Tokyo-San Francisco. Mais c'est épouvantable. Qu'allons-nous devenir? Tu ne comprends pas? C'est pourtant simple. Ton père refuse que nous nous marions. Fais semblant de lui obéir. Et même, pour lui prouver ta docilité, propose-lui de quitter le Japon, d'aller par exemple à San Francisco, pour y développer votre succursale et les exportations vers les États-Unis. 2 jours plus tard, Yukato sollicite une nouvelle conversation avec son père et remet la question de son mariage sur le tapis, ou plutôt sur le tatami. M. Shimusa, sensibilisé, perd à nouveau son sang-froid et menace son héritier unique. « Je t'interdis de revoir cette Fumiko !»« Et comment pourrez-vous me l'interdire ? Très simplement. Dès demain, je t'expédie à l'étranger. Oh, je dirai pas. Dès le mois prochain, tu pars. Tu pars pour la Corée. » Yukato frémit. « La Corée, je serai vite rentré. »« Bon, pas la Corée, San Francisco. Tu auras moins de facilité pour revenir. » Et c'est ainsi, dès le début de l'année suivante, que Yukato et Fumiko, au gré des vols internationaux, connaissent enfin des jours heureux. Tout à leur amour. Amour caché, faute de mieux, à l'autre bout du monde. Après tout, les choses se calmeront peut-être. Mais ma chérie, mon père est encore jeune, il peut vivre jusqu'à 90 ans au plus. Crois-tu que nous devrons attendre d'en avoir 70 pour nous épouser? D'ailleurs, je veux avoir des enfants de toi. Mais je peux t'en faire sans être marié. Ah, ça, jamais de la vie. Te déshonorer? Je veux que tu sois la prochaine Madame Shimusa aux yeux du monde entier. Hélas, pour nos 2 amoureux, Tadao Shimusa, le vieux renard, ne tarde pas à se poser des questions. Il les pose même à son épouse, la souriante Harumi. C'est bizarre. Depuis que Yukato est à San Francisco, il semble avoir complètement oublié Fumiko. Au téléphone, il ne mentionne même plus le sujet. C'est louche. Et le vieux Shimusa mène sa petite enquête. En quelques jours, il apprend à sa grande fureur que mademoiselle Fumiko Shigefusa a été affectée à la ligne Tokyo-San Francisco. Dans la semaine qui suit, il exige le retour de Yukato. Celui-ci, à nouveau séparé de la femme qu'il aime, tente une dernière fois de convaincre son père. Inutile d'insister, permission refusée. Et pour un Japonais respectueux des valeurs familiales, ce refus équivaut à une impossibilité absolue de trouver le bonheur. Alors Yukato, un beau matin, quitte la demeure paternelle. Il sait où il va enfin trouver le repos. Quelques heures plus tard, des paysans voient un jeune homme escalader les pentes du mont Mihara. C'est dans le cratère de ce volcan en activité, entre 2 éruptions, que les amoureux désespérés se jettent. Comme les bouffées de lave et de gaz mortels arrivent toutes les 3 heures, Yukato s'approche en toute quiétude. Shoko Kamakura, le juge des enfers, n'attend que lui. Fumiko, je t'aime. Adieu, mon amour.
C'est en poussant ce cri que Yukato se lance dans le cratère brûlant, où il espère trouver le repos éternel. « Takashi! C'est Ikiro, regardez! Un amoureux vient de se jeter dans le cratère. » Les hommes qui ont assisté au drame savent que si un homme se jette dans la gueule du Mihara, ce ne peut être qu'un amoureux. Vite, enfilez les combinaisons, c'est le moment ou jamais. L'homme qui prend les décisions est le professeur Kamazaki de l'université de Tokyo. Par un hasard extraordinaire, il est en ce moment sur les pentes du cratère. Yukato, tout à son chagrin, n'a pas remarqué sa présence. L'équipe de l'université est justement là pour tester un nouveau type de combinaison ignifugée capable de résister à la chaleur et aux fumées les plus toxiques. En quelques minutes, les deux équipiers enfilent les combinaisons imperméables et vissent leurs casques. Ils arrivent au bord du cratère et jettent un coup d'œil en bas. Le corps de Yukato inerte repose sur une corniche fumante quelques mètres plus bas. On laisse descendre un crochet qui, après plusieurs essais, finit par trouver une prise dans les vêtements et même, il faut le dire, dans la chair du suicidé. On tire sur la corde et doucement, doucement, on remonte le désespéré. Déjà, des grondements annoncent la prochaine éruption du volcan des amoureux. L'équipe des universitaires, transformée en sauveteur, jette littéralement Yukato dans la jeep de l'équipe et fonce vers l'hôpital le plus proche. Brûlé et sanglant, il respire encore cependant. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais les dieux aiment l'amour. C'est au chevet de Yukato que M. et Mme Shimusa font la connaissance de la très jolie Fumiko, arrivée par le premier avion de San Francisco. Elle est si jolie. Et Yukato la regarde avec tant d'amour sincère que Tadao Shimusa donne son consentement au mariage. Madame Shimusa sourit silencieusement. La mort. L'ultime moment crucial. Chacun l'envisage à sa manière. L'histoire que voilà parle d'une bien étrange manière. Cette bonne mademoiselle Cracon, a-t-on idée de s'appeler Cracon, Émilie Cracon, fait le tour de l'église en rasant les murs, surtout que la boulangère ne la voit pas pénétrer dans le sanctuaire un jour de semaine, tout le village le saurait. Émilie chuchote dans la salle de catéchisme qui vient à peine de se vider de ses élèves. « Monsieur le curé !» Brave monsieur le curé, à l'ancienne bon cœur, humour et voix tonitruante. « Tiens, Émilie, vous arrivez trop tard, le catéchisme est fini. » Chut. C'est grave. Faut que je vous parle. En confession ? Émilie, je vous préviens. Je ne confesse plus les ragots et les cauchemars douteux, c'est compris ? Le bon Dieu a autre chose à faire qu'à vous pardonner ce genre de bêtises. Bon, j'ai pas de confession. Après tout, j'ai cru bien faire, et Dieu nous regarde où que nous soyons, pas vrai, monsieur le curé ? Certes, Émilie, certes. Donc, puisqu'il nous regarde, il nous écoute, et je vous écoute aussi. Dépêchons, j'ai des visites à faire. C'est un secret. Ah, si c'est un secret, Émilie, il faut le garder pour vous. Mais c'est un secret entre Dieu et moi, monsieur le curé. Émilie Cracon a le cheveu gris et jaune, une moustache discrète, une tête d'oiseau et quelque chose comme la soixantaine rhumatisante. À notre époque de progrès technologique et médical avancé, Émilie aurait pu bénéficier de quelques arrangements avec la nature, tels que le coiffeur pour un chignon pelé, le médecin pour son retour d'âge, comme elle dit, une vraie baignoire chez elle au lieu de son éternelle cuvette émaillée. Mais cette bonne Émilie Cracon cultive le folklore d'avant-guerre dans les années 80 de notre ère. C'est une écolo, en somme. Son gros mystère aujourd'hui concerne l'enterrement de son frère Joseph. Pourtant, la messe était belle, et tous les ans, monsieur le curé est chargé d'une commémoration moyennant a ball. Seulement voilà, Émilie vient de découvrir une horreur qu'elle chuchote au curé. « J'aurais pas dû. Ce mécréant ne voulait pas d'église, pas d'eau bénite, pas de messe, rien. Il l'avait écrit dans une lettre, et je viens seulement de la trouver. » Bon, voilà une affaire. Vous l'ignoriez ? C'est pas un péché. Mais si, justement, il me l'avait dit, et je l'ai pas cru. Ah, Émilie, si vous n'avez pas respecté les derniers vœux de Joseph, mais il avait été baptisé tout de même. Et il allait mourir quand il a dit ça. Et si j'avais pas demandé une messe convenable,
On aurait dit que je me moquais de lui, que j'attendais sa mort pour hériter de la maison, que je mettais même pas un sou dans une couronne. Émilie, allez en paix. Tout ceci n'est pas grave. Dieu reconnaît toujours les siens. N'empêche qu'il y a eu un orage terrible le jour de son enterrement, en plein été. Émilie, juste à la sortie de la messe. Émilie, c'est Joseph. Je suis sûr que c'est Joseph, il était furieux. Émilie, je vous défends de croire à ces sottises. Rentrez chez vous et oubliez ça. Et c'est pas tout. Pour nous résumer, voici en détail le secret d'Émilie. Outre l'orage furieux déclenché par son frère Joseph, pour punir sa sœur de l'avoir fait asperger d'eau bénite. Tout le monde au village sait, le maire sait. Émilie voulait maintenant supprimer le tombeau de son frère et le confier à la fosse commune. Émilie ne cessait de se plaindre de son existence maudite depuis l'enterrement de Joseph. Il n'y avait pas que monsieur le curé dans la confidence. Il suffisait de l'entendre marmonner que le jardin en friche était une punition, que la maison lui voulait du mal. Réfugiée dans sa cuisine, Émilie Craquon ne sort quasiment plus de chez elle. Elle dort sur un matelas par terre près du chauffage. Mais dort-elle? On ne le dirait pas. Le regard fixe, le teint de plus en plus gris, agité de tremblements. Émilie souffre davantage d'une forme de paranoïa que des méfaits du diable. Mais comment la convaincre? L'enfermer? Il n'empêche que jusqu'à la mort de Joseph, son frère unique, Émilie Craquon était alerte. Le jardin florissant et la maison, bien que sans confort, parfaitement entretenue. Mais le diable s'est mis du côté de Joseph. Émilie a fait au curé un résumé de son existence. Joseph, je lui ai consacré ma vie. Je l'ai soigné, lavé, je repassais son linge. Il s'est jamais marié, ça lui disait rien. Il a toujours compté sur moi. Et voilà le remerciement. Il veut ma mort, mais il l'aura pas. On veut pas le changer de tombe. C'est moi qui irai dormir ailleurs, mon dernier sommeil, pas à côté de lui. Ah non! J'ai pris une place de l'autre côté, dans un endroit béni du Seigneur, où il ne pourra pas me rattraper. Entre le maire et monsieur le curé et le médecin itinérant, il y a eu conciliabule. Émilie avait besoin d'un bon lavage de cerveau. Mais nul n'osait prendre de décision tranchante ou définitive. Émilie ne faisait de mal à personne. Sa folie de persécution demeurait douce, si l'on peut dire. L'envoyer à l'hôpital de la sous-préfecture, de force, c'était l'interner, dans un milieu de vieillards, où on l'abrutirait de médicaments. Lui conseiller un psychologue, relever de la science-fiction. Émilie n'arrivait même pas à prononcer ce mot inconnu. Et pas de famille, plus de famille. Émilie Craquon, dernière représentante des Craquons sans enfants, dévouée toute sa vie à son diable de frère, son mécréant de frère, se croyait menacée pour avoir enterré le dit mécréant hors de ses derniers vœux impies. Dans l'ordre, après l'orage, rentrée chez elle, Émilie s'est rendue dans la chambre du défunt, et là, les portes de la grande armoire en chêne se sont ouvertes toutes seules, dans un craquement sinistre, sur les piles de linge du défunt. Ensuite, après une nuit agitée, au moment de prendre son bol de café dans le placard à vaisselle, le bol de Joseph, celui en faïence avec des violettes, s'est écrasé par terre, tout seul, en 1000 morceaux. Et c'est pas fini. Il y a la pipe en terre de Joseph qui a roulé par terre. Il y avait une aiguille à coudre plantée dans le fauteuil de Joseph, toute droite et meurtrière, au séant de sa sœur. Sans compter le pommeau de sa canne retrouvé à 1 mètre du porte-parapluie, sa montre sous le buffet de la salle à manger, brisée. Bref, à la lumière des nerfs ébranlés d'Émilie Craquon, sa maison siffle, craque, plus rien ne pousse dans le jardin, et pour finir, la foudre est tombée sur l'unique poirier centenaire, dont le tronc s'est fendu en deux, écrasant d'un côté la cabane à outils de Joseph et de l'autre, la fenêtre de la cuisine d'Émilie. Alors, faut que vous fassiez quelque chose, le diable me persécute. On pourrait pas faire annuler la messe d'enterrement, on le fait bien pour les mariages au Vatican. Émilie. Bon, d'accord. Je viendrai asperger la maison et dire des prières, mais rentrez chez vous. J'ai peur. L'eau du puits n'est même plus bonne. Mais vous avez celle de la ville. Et la pollution n'a rien à voir avec Joseph. Enfin, je ne veux plus entendre de pareilles sornettes, calmez-vous. Je dirai une messe pour le repos de l'arbre de Joseph. Oh, surtout pas! Ah, ne faites pas ça! Il se fâchera encore plus. Laissez-le où il est, même si c'est avec le diable. Ah, je vois bien que personne ne pourra m'aider. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne me verrai plus à l'église. Puisque c'est ça qu'il veut. Plus la confesse, plus la messe, plus rien. Émilie Craquon s'en va,
rasant les murs de peur qu'on l'aperçoive sortant de l'église à une heure inhabituelle et que les cancans redoublent. Il ne faut pas en rire. Retournez-vous, et vous rencontrez celui qui croit au zodiaque, celle qui attend la fin du monde, ceux qui courent chez les voyants extralucides, ceux qui abandonnent tout pour une secte, qui leur prend tout, et les assassine éventuellement. Bref, le cas d'Émilie Craquon, qualifié de petite paranoïa sans danger, ne devrait pas interpeller plus loin que son village, et s'auto-détruire de lui-même avec le temps. C'est la vie de tous. Du curé qui vient la réconforter de temps en temps, du maire qui cherche à lui trouver une autre maison et à la convaincre de vendre la sienne, du médecin du canton qui désespère de lui faire avaler une pilule et d'aller consulter pour son cœur en débandade. Arrive l'anniversaire de la mort de Joseph. Dans 3 jours. Émilie est en crise sûrement, car les volets de la maison diabolique sont fermés. On distingue à peine la lampe de la cuisine. Elle a refusé toutes les visites du voisinage, sauf le curé, à qui elle a demandé très sérieusement de venir lui donner les derniers sacrements la veille de l'anniversaire du départ de Joseph de cette vallée de larmes. Émilie, personne n'a dit que vous alliez mourir tel jour, à telle heure, de telle année. Et surtout pas Dieu. On ne choisit pas son heure. Pourquoi n'iriez-vous pas passer la journée chez des voisins? Vous y seriez au calme. Je suis résigné, monsieur le curé. Vous voyez, je n'ai touché à rien, toutes ces affaires sont là. J'ai lavé ses chemises, ses pantalons. J'ai tout repassé, tout mis en ordre. Sa chambre est cirée. J'ai fait les carreaux et j'ai bouclé la porte. Je ne veux pas qu'il vienne me tirer par les pieds au dernier moment. J'ai même sarclé le jardin et rafistolé sa cabane à outils. Je ne peux pas faire plus. Je suis fatigué. Faut voir le médecin, Émilie. Votre cœur est fragile, vous le savez bien. Et tous ces efforts ont dû vous épuiser. Le médecin. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le médecin? J'ai mon crucifix. J'ai préparé mes vêtements. Je suis prête. En sortant de la maison diabolique d'Émilie Craquon, monsieur le curé était bien pensif. Pauvre Émilie. Oh, Dieu sait qu'elle l'a fait souvent tourner en bourrique avec ses confessions à répétition, sa bigoterie, ses histoires de diablerie et de portes de placard qui craquent, mais tout de même, fait pitié. Parce qu'elle a bien changé, Émilie. À 60 ans, elle a l'air d'en avoir 20 de plus. Son teint est plus jaune que jamais, et elle parlait d'une petite voix bien faible, bien essoufflée. Cette fois, monsieur le curé pense qu'il faut intervenir. Cette histoire de mort programmée le jour anniversaire de la mort de Joseph pourrait tourner mal, on ne sait jamais. Et si Émilie avait décidé de se suicider? La veille de l'anniversaire fatal, monsieur le curé fait son devoir, prévient le maire, qui prévient le médecin, lequel est en tournée et fait répondre qu'il passera dans la soirée. La logistique d'assistance sociale dans ce petit village n'est guère performante, mais tout de même, monsieur le maire déniche une infirmière à domicile qui accepte de venir passer la journée terrible aux côtés d'Émilie, moyennant finance, bien entendu. À 6 heures du soir, monsieur le maire vient en informer Émilie Craquon qui lui ouvre péniblement la porte, le visage ravagé de peur. Monsieur le maire se veut rassurant. « Allons, Émilie, tout ira bien, vous êtes malade. Mais on va vous arranger ça, hein ?» Mine de rien, il fait le tour de la maison, inspecte les cagibis et les placards, la cuisine, la paillasse, où Émilie a décidé de dormir près du poêle à mazout. « Vous devriez vous réinstaller dans votre chambre, Émilie. Ce n'est pas confortable, et le médecin va vous gronder. »« Ma chambre? Ah, pas question. Elle est trop près de la sienne. Je l'entends frapper au mur. » Conciliant et réalisant qu'aucune logique ne peut plus atteindre le cerveau malade d'Émilie, monsieur le maire soupire. « Bon, le médecin et l'infirmière s'occuperont de ça. C'est pas la peine, je mourrai ici. » Ici? C'est la paillasse, un vieux matelas, une couverture et un crucifix posé dessus. Finalement, monsieur le maire est un peu rassuré, aucune corde de futur pendue à l'horizon, pas d'armes, autant qu'il le sache. Joseph n'était même pas chasseur. La pauvre femme en sera quitte pour la trouille ce soir. Et elle aura vu le médecin. Demain, l'infirmière s'installe auprès d'elle, et une fois passé le jour soi-disant fatal, on envisagera pour elle un placement d'office. Il faut bien en arriver là. Monsieur le maire prend congé d'Émilie, qui l'embrasse comme un enterrement. Son enterrement. Merci d'être venu. À 7 heures du soir, la lumière de la cuisine d'Émilie était toujours allumée. À 8 heures, lorsque le médecin frappe à sa porte, elle était éteinte.
Il frappe, refrappe, pas de réponse. Et l'on trouva Émilie Craconne un quart d'heure plus tard, après avoir forcé sa porte. Elle était morte sur son matelas, serrant dans sa main gauche un marteau et dans sa main droite le crucifix. Elle avait dû se battre contre le diable avec tant d'énergie que son cœur avait flanché. Il y avait des traces de coups de marteau sur le parquet, tout autour du matelas. Le décès d'Émilie Craconne se situait donc entre 7h et 8h du soir, entre les deux visites, celle du maire et celle du médecin, et en avance de quelques heures sur l'anniversaire de celui de Joseph, son mécréant de frère. Alors on enterra Émilie Craconne, et dans son homélie, M. le curé dit aux fidèles villageois « Le diable existe, mais il est en nous, dans nos illusions, nos mensonges, nos terreurs, nos incertitudes et nos remords. Priez pour qu'Émilie repose en paix à jamais dans son ultime voyage. » Mais il regretta toujours de n'avoir pas consenti à délivrer à Émilie Craconne les derniers sacrements qu'elle réclamait d'avance pour ce voyage ultime. Seulement mettez-vous à sa place. Ça ne se fait pas d'avance, ces choses-là.